À voix nue, aujourd'hui Eric Eschimann s'entretient avec Marcel Gottlieb. Troisième épisode, Fils spirituel. Marcel Gottlieb, vous êtes l'auteur de Guéluron, Les Dingos Dossiers, La Rubrique à Braque, Hamster Jovial. Vous avez été le dessinateur vedette de Pilote, vous avez créé L'Écho des Savanes, Flux Glacial. Vous êtes surtout l'inventeur d'une nouvelle forme de bande dessinée, une nouvelle forme de rire, l'autoparodie, la mise en scène de soi. Pour À Voix nue, vous avez accepté de nous parler de votre vie et de votre œuvre. Vous nous avez déjà parlé de votre enfance, de vos débuts dans le métier, de votre arrivée à Vaillant et à Pilote, où vous créez La Rubrique à Braque. Voilà. Alors, et c'est là que vous trouvez définitivement votre style d'humour. Alors, je voudrais que vous nous parliez un peu de ce style, parce que c'est vraiment ce que vous aurez à apporter, ce qui aura fait votre marque de fabrique. Cet humour. Comment vous le définiriez? Comment vous l'appelez? Second degré? Autoparodie? Autoparodie plutôt, oui. Le premier que vous avez dit, c'est... Ironie, second degré? Second degré aussi. Et c'est un peu tout ça, hein. En fait. On m'a souvent taxé d'avoir inventé le second degré, ce qui est une aberration totale. Le second degré existe depuis l'aube de l'humanité. Hein. Mm-hmm. Et donc, non, il n'y a pas... C'est pas moi qui ai inventé le second degré. Le second degré existe depuis très longtemps, depuis Mad, depuis la parodie, etc. Mais peut-être que avant de parler de l'autoparodie, il y a un aspect que vous avez vraiment poussé de façon systématique, c'est la parodie de tout parodier, c'est-à-dire de se saisir de choses qu'on n'avait pas l'habitude de parodier, les films, les contes pour enfants, les tableaux de maître. Oui. Racontez-nous un peu, Marcel Gottlieb. Ça, c'est un truc qui m'a... Quand Goscinny m'a demandé de prendre la relève après Les Dingos Dossiers, donc parce Goscinny... qu'il avait trop de travail, j'ai cherché et en fait, tout ce qui est mythologie enfantine, mythologie de ce qu'on apprend à l'école, etc. Je me suis plongé là-dedans parce que c'était ma culture. Mm-hmm. Et en fait, oui, c'est ce qui est devenu mon fonds de commerce, disons. Tout ce qu'on apprend à l'école, c'est-à-dire les fables de La Fontaine, les contes de fées, tout ce qui est... Les grands hommes historiques? Oui, aussi. D'où Isaac Newton. Comment ça vous est venu, Isaac Newton? Isaac Newton, c'est un gag pour moi. D'emblée, c'était un gag? Ouais, parce qu'il prend une pomme sur la tête. Tout ça, c'est pas obligatoirement réel, mais je crois que si, quand même. C'est devenu un gag pour moi, parce que le gars, Isaac Newton, qui n'a aucun rapport d'ailleurs avec le vrai, que j'ai regardé dans le dico après, et Isaac Newton c'est vraiment à l'origine d'un gag. C'est-à-dire, il prend un truc sur la tête et il bouleverse, il révolutionne la science. Et comment ça, il n'a pas de rapport avec le vrai? Qu'est-ce que vous avez vu dans le dictionnaire?
Eh ben, je me souviens plus bien, mais je me souviens plus bien, mais ça m'a toujours passionné. Tout ce qui est à base d'anecdotes, comme le gars qui a fait tenir un œuf. Christophe Colomb. Ouais, voilà. Voilà, l'œuvre. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des souvenirs quand vous étiez adolescent, quand vous étiez enfant, d'avoir déjà ri à ces choses qu'on vous apprenait? Ri, peut-être pas. Ou d'avoir fait déjà des gags avec Mais votre ami Jacques Diamant? ça me passionnait, Ouais. ça m'amusait, ça me touchait. Ouais. C'était aussi des anecdotes par lesquelles on racontait, on prenait les enfants un peu pour des enfants, quoi. On leur Ouais. raconte l'histoire par le petit bout de Ouais, la lorgnette. Oui, absolument. Et finalement, c'est resté dans ma tête et j'ai trouvé que c'était très très intéressant. Et le professeur Burp, ou Burp, je sais pas comment on prononce, Aucune importance. il a un modèle, il a une histoire. Non, sinon il pourrait être assimilé au prof avec un grand P, Ouais. c'est-à-dire La figure du prof. ouais. Il me fallait un type pour présenter les animaux. Donc j'ai pris un bonhomme avec une blouse blanche, mais sinon il n'a aucun rapport avec qui que ce soit. Vous n'avez pas été traumatisé dans votre enfance par un prof de sciences nat? Non, peut-être, mais je crois pas. Alors- J'ai eu des bons profs. Les animaux aussi sont un thème très récurrent Oui. de la rubrique à Braque. Oui, C'est qui est assez particulier par rapport au reste de l'humour parce qu'il y a plus de tendresse là. oui. Est-ce que c'est un souvenir de votre séjour pendant la guerre à la Gadelière où vous étiez si proche des animaux? Oui, il y avait les animaux là-bas, mais je suis pas sûr que ce soit ces animaux-là, qui m'ont influencé. Dans la rubrique à Braque, vous décrivez aussi la vie moderne en train d'apparaître à la fin des années 60, les gadgets, les nouveaux outils. Dans la rubrique à Braque. Les nouveaux outils un peu de la voiture, le playback par exemple. Oui, ça c'est dans les dingos Dans dossiers. les dingos dossiers. Ouais. Et ça c'est plutôt c'est plutôt de la part de René Goscinny. Hein. C'est lui qui inventait, qui adorait faire des idioties à propos de ces... De ces innovations. Voilà, ouais. Le premier qu'on a fait ensemble, c'était sur le playback, qui n'était pas très réussi d'ailleurs. Alors, il y a ce niveau de la parodie, et puis on l'a dit, il y a le deuxième niveau de l'auto-parodie. C'est venu tout seul de se mettre en scène, et est-ce que ça vous a valu des commentaires à l'époque, ou peut-être même des remarques C'est vrai que à l'époque, j'avais déjà fait ça dans Guéluron, hein, mais on voyait que de dos. Guéluron sortait par un encrier. Il sortait par l'encrier et il parlait. Il parlait directement à l'auteur, qu'on ne voyait pas vraiment. Et donc, je lui disais, retourne dans ton coin, qui en réalité était le casier de son bureau d'élève. Ouais. Alors, avec la rubrique à Braque, là, vous apparaissez maintenant régulièrement dans votre propre bande dessinée. Voilà, régulièrement. Et donc, c'est logique, étant donné que déjà dans les lingots dossiers, on parlait pour nous-mêmes avec Goscinny, on disait « nous, les dingos enquêteurs », etc. Et donc, petit à petit, quand j'ai repris la rubrique à Braque,
je me suis amusé à dire nous aussi, à dire moi. Et puis, au fur et à mesure, j'ai réalisé que du moi écrit au moi dessiné, il n'y avait qu'un pas, et donc je me suis mis à me dessiner. Voilà. Et alors, vous vous souvenez de la première fois que vous vous êtes dessiné? C'était difficile de trouver l'auto-caricature? Il y a eu ça dans les lingots dossiers. Déjà? Oui, déjà. Ensuite, il y en a eu plein. Mais franchement, je ne me rappelle plus. Alors, ça donne une satisfaction particulière de se représenter comme vous le faites, c'est-à-dire en vous moquant de vous-même tout le temps. Par exemple, quand vous décrivez votre récit de dessinateur arrivé avec la couronne de laurier qui reçoit les jeunes dessinateurs. C'était agréable à faire. Effectivement, c'était agréable de me dessiner moi-même, surtout dans des situations très glorifiques, et ça m'amusait. Oui, surtout que vous, comme malgré tout, très, très glorieuse, et puis il y avait toujours un moment où le personnage était ridiculisé. Oui, bien sûr. Heureusement. Oui, oui. Comment vous trouviez les idées à cette époque? Je rappelle que, on l'a dit dans l'épisode précédent, à l'époque vous travaillez énormément, puisque vous continuez Guéluron et vous faites la rubrique à braque. Comment se passe la journée? Comment vous trouvez les idées? Ah bah, les idées, je sais pas exactement, mais en fait, c'était difficile sans l'être. C'était, comment dire, je sais pas. Il m'est arrivé de sécher longtemps. C'est-à-dire plusieurs jours? Quand même pas, parce qu'il fallait que je livre toutes les semaines. Donc, si je livrais pas, il y avait 2 pages blanches. Donc, quelquefois, je me disais, c'est pas... Oh, cette semaine, c'est pas terrible. Et je me disais, c'est l'avantage d'être hebdo, je me disais, bon, bah, ça fait rien, je me rattraperai la semaine prochaine. Et puis, effectivement, j'arrivais à me rattraper un peu parce que c'était hebdomadaire. Est-ce qu'il y a quelques planches de la rubrique à braque, là, avec le recul, auxquelles vous êtes vraiment très attaché, dont vous vous souvenez, que vous pouvez nous en citer quelques-unes? Oui, oui. Il y a eu les planches qui étaient, comment dire, c'est dur à expliquer. Il y a eu vous vous souvenez de leur titre? Comment? Vous vous souvenez du titre? Les titres, non, parce que les titres ont été mis après, par Framion, entre autres. Mais les planches... les planches les plus significatives pour moi, les plus bonnes pour moi, c'est pas obligatoirement qu'elles soient bonnes pour tout le monde. Bien sûr. Mais c'est celles qui sont très proches de moi. Par exemple, celles qui ont trait à ma famille ou celles qui ont trait à la guerre, où j'ai la chèvre. La chèvre, vous pouvez nous raconter juste en 2 mots, c'est l'histoire d'un enfant? Eh bien, c'est moi, c'est pas un enfant, c'est moi, et qu'on m'envoyait garder la chèvre, et je gardais la chèvre. Ouais. Et ça vous est revenu, et vous en avez fait une double page humoristique? Plutôt, oui, plutôt. D'ailleurs, à l'époque, je gardais la chèvre, et au-dessus de moi, très, très près, il y avait des bagarres
des batailles d'avions. Mhm. Et moi, je regardais ça très, très innocemment, sans me rendre compte que j'aurais pris un pruneau, hein. C'est dans quel tome? Vous vous souvenez, La chèvre? Je ne l'ai pas raconté en BD. Je l'ai raconté en... Oui, mais Non. il y a une double page sur La Ah, chèvre. la chèvre, oui. Oui, c'est dans quel tome, vous vous Je souvenez? me souviens plus. Ça doit être dans la 2 ou la 3. Donc l'auto-parodie qui est aussi un récit parfois très Ouais. très très intimiste, hein, avec Ouais. des choses où il y a autant de tendresse que d'humour. Ouais. Et puis alors il y a le troisième niveau, j'aurais envie de dire, de la parodie, qui est, je sais pas si c'est des contre-textes ou des histoires parallèles avec toutes ces petites bulles que vous faites que vous créez dans la case, avec des gens qui disent un peu autre chose ou qui disent complètement autre chose. Et tout ça, c'est surtout symbolisé par la coccinelle. Ouais. Voilà, qui se met à raconter une autre histoire que l'histoire Voilà. qui se passe en grand dans la case. Alors comment ça vous est venu, ça? Alors la coccinelle au départ, Enfin, il y avait eu la souris oui, chez dans Guéluron. Guéluron, Comment ça c'était vous une vient, cette espèce idée? d'animal qui était là dans un coin, et voilà. Et puis ensuite, faut dire honnêtement qu'il y a un problème du fait que j'aime pas dessiner les décors. Donc, je me suis mis à dessiner, à remplacer les décors par la coccinelle. Comme ça, je me disais que les lecteurs seraient pas... Et ils auraient aimé quand même, parce que au lieu des décors, il y avait ça. Et c'est peut-être pas une mauvaise idée d'ailleurs. Et, Bah non, il semble pas, ouais, vu son ouais. succès. Et donc, la coccinelle est devenue une espèce de, comme tout le monde dit, une espèce de chœur antique Ouais. qui, comment dire, elle était elle-même dans une BD et elle-même la critiquait. Mhm. C'est-à-dire, ouais, il n'y a pas d'autre mot, elle critiquait l'histoire dans laquelle elle-même elle était. L'histoire qui était en train de se passer Voilà. juste au-dessus d'elle. Ouais, alors elle disait par exemple, oh là là, je reviendrai plus jamais dans ce truc-là, des choses de ce genre. Ouais. Ouais. Et donc, voilà, quoi, c'est... Pourquoi une coccinelle? J'en sais rien. Au départ, c'était des insectes, fortement inspirés de Mad, de Wood, Wallace Wood notamment. Et après, il y a la coccinelle qui est restée parce qu'elle est graphiquement plus intéressante, avec les élytres, les points noirs, etc. Et puis, elle a évolué graphiquement. Et petit à petit, elle est devenue ce qu'elle est maintenant, quoi. C'est un peu vous-même aussi? Elle a pas un peu votre visage parfois? Ah ben merci quand même. Non, non, je pense pas, non. C'est une espèce de bestiole qui n'a rien à voir avec moi et qui est... Elle dit pas ce que vous pensez aussi? peut-être, je me souviens plus bien, mais c'est pas impossible, oui, qu'elle reprenne ce que j'ai envie de dire à ce moment-là. Dans, dans le formidable livre que vous avez fait avec Gilles Verland, Ouais. Ma vie en vrac, il y a le chanteur Charles-Élie Couture qui est cité sur la coccinelle et qui dit à propos de votre coccinelle, la coccinelle c'est la bête à bon Dieu. Et vous-même, Gottlieb, ça veut dire aimer de Dieu. Oui, oui. Voilà, il n'y a pas quelque chose là? Peut-être bien, mais je l'ai pas fait exprès. C'est pas impossible. Oui. Gottlieb, ça veut dire aimer de Dieu. On m'a jamais donné une.
on m'a jamais dit exactement ce que ça voulait dire. C'est mal décliné. C'est difficile à décliner et finalement, j'ai jamais su exactement si c'est aimer le Dieu, Dieu aime, Dieu aimé, etc. Oui, qui aime qui, ouais, c'est ça. On ne sait pas. Alors, Marcel Gottlieb, là, c'est la période de la rubrique à Braque. Cet humour-là, c'est René Goscinny qui vous a encouragé. Parlez-nous un peu de lui, du rapport que vous avez eu avec lui pendant toutes ces années. On dit, c'est pour ça que j'ai appelé cet épisode « Fils spirituel », parce que vous partagiez l'humour en commun, et on dit que vous étiez son fils préféré. Je sais pas, mais en tout cas, moi, lui, c'était mon père préféré. Et il est arrivé... ça a été bizarre, le début. Quand il m'a dit... quand il a arrêté les Dingo Dossiers pour me dire qu'il avait trop de boulot, et donc qu'il était obligé d'arrêter tout ce qu'il faisait, sauf les 3 qu'il a gardés, c'est-à-dire Astérix, Lucky Luke et le Is No Good, voilà. Faut pas m'en vouloir, mais j'ai... Et donc il m'a appelé et il m'a dit, il faudrait que vous fassiez la suite des Dingo Dossiers et que vous preniez un peu la suite de ce... Parce que j'ai pas fait le résumé des Dingo Dossiers qui était un peu une dérivée de... comment dire, de Mad. Mm-hmm. C'est-à-dire un truc carrément... comment dire, un truc qui était... je trouve pas mes mots. Enfin bref. Donc, il me dit de faire la même chose, de continuer une espèce de rubrique au sens journalistique du terme, mais avec de l'humour. Dans la mesure où vous aimez bien traiter les enfants, la mythologie enfantine, etc. Et j'avais un trac épouvantable et je me suis mis à chercher pendant 1 mois et demi. Je me suis mis à chercher un sujet et la seule chose que j'ai trouvée, c'était il fallait que je fasse un truc où je me suis mis à réfléchir, à faire des listes, et puis j'ai été le trouver, et je lui ai dit, je suis désolé, je trouve pas de titre, sauf un qui s'appelait Les pages de Gottlieb. Et je m'attendais à ce qu'il me file une paire de claques, en me disant, ça va pas la tête, et il m'a répondu, mais pourquoi pas? Il n'y a pas de raison. Après tout, il y a Bellus, dans je ne sais plus quel journal, il fait les pages de Bellus, etc. Et donc il vous a encouragé, là. Il m'a plutôt encouragé. Alors, un dernier mot pour terminer ce 3e épisode. Ouais. Il vous appelait souvent mon brave et généreux. Ouais. Il vous aimait beaucoup? Je pense, mais il ne me l'a jamais dit. Hein. C'était des rapports qui restaient très distants. Oui, on s'est toujours dit vous. Et... c'est ce qui a provoqué un drame personnel quand on a fait l'écho des savanes. Donc, là, ça lui a fait beaucoup de mal. Donc, ça, c'est ce dont on va parler plus tard, au prochain épisode. Ouais. Marcel Gottlieb, merci. Il n'y a pas de quoi. C'était À Voix Nue. Eric et Chiman s'entretenaient avec Marcel Gottlieb. Prise de son Maïtran, attaché d'émission Claire Poinsignon, une série d'émissions réalisées par Anne-Pascale Desvignes.
Demain, 4e épisode, révolution sexuelle. Ouais. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Culture.